Yes, bienvenue dans Dakar Creative Talk, édition première, une plateforme qui nous permet aujourd'hui de parler des métiers, des arts et de la culture. L'idée ici, c'est de parler des métiers, de parler des ouvertures, des perspectives, mais surtout aussi de voir à quel point la formation la formation en tout cas qu'elle soit académique ou sur le terrain, nous a permis de créer de nouvelles portes, de nouvelles fenêtres qui ouvrent de nouvelles chances, de nouvelles opportunités de business, de relations et d'action. Donc sur ce plateau, on a deux profils assez intéressants. On aura 25 minutes d'échange sur lesquels on pourra découvrir ces profils. Elles nous parlent de leurs histoires intéressantes, de leur parcours artistique, de leur parcours professionnel, de leurs parcours sociaux. Qui dit société dit créativité, qui dit créativité dit art. On va en reparler parce que c'est pas des choses qui sont évidentes. Mais je vais vous présenter rapidement Oumi Regina Sambou à ma droite. Journaliste, parmi une de ses casquettes. On la laissera se présenter pour le reste. Et on aura Zulida Fall, entrepreneur. Ou Zulida Fall, ou Zulida Fall. Tout marche. Tout marche? Ok, d'accord. Donc on a deux bulles extraordinaires dans lesquelles on va surfer. Je vais tout de suite commencer par mes deux premières questions. Des présentations. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Je m'appelle Oumi Regina Sambou, je suis journaliste, entrepreneur et je touche à tout. Ouais, parce que je vais pas... Pour être honnête, en fait, je sais même pas, des fois, il m'arrive de ne pas savoir ce que je suis. Je suis un conseil que j'avais entendu lors d'une interview qui m'a vraiment plu. Et bon, c'est un conseil aussi qu'on m'a répété de vive voix. C'est ce qu'Awadi qui a passé son temps à me dire, arrête de dire non. Arrête de dire tu peux pas. Fais seulement et avance. Et depuis, voilà, j'avance dans mes murs des fois, je tente autre chose et tout, mais bon, je reste dans le truc principal qui est la culture. Des fois, je flirte avec des politiques, parfois je vais voir d'autres et tout, mais l'essentiel pour moi, c'est de toujours avancer, de toujours poser d'autres jalons et tout. Et donc, c'est comme ça que depuis un certain nombre d'années, je suis avec mon entreprise qui s'appelle Africulturelle, qui développe plein de choses, où je fais de la communication, j'organise des activités culturelles, je suis dans des campagnes de lutte contre la corruption, je fais des trucs liés au genre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et tout. Donc voilà quoi. Ok, donc le compresseur qui travaille en tout cas dans les industries culturelles et créatives et qui fait beaucoup de choses. Et à un moment aussi où j'ai eu la malchance de faire de la télé en tant que actrice. Oui. Ça, c'est les effets de la Covid. J'ai tenté l'expérience une fois. Voilà, peut-être un jour je retenterai l'expérience. Mais... Créatif un jour, créatif un jour. Bah oui, je le crois. La question est difficile et à chaque fois qu'on me pose cette question, je ne sais absolument pas quoi répondre à cette question-là. On va essayer de faire ça. J'ai une manière d'esquiver la question en règle générale. Quand on me demande qu'est-ce que je fais, je dis j'écris, je parle, j'observe, j'écoute et je partage avec le plus grand nombre. Parce que j'ai tellement eu un parcours éclectique qui n'a absolument rien à voir avec là où je me trouve aujourd'hui que c'est difficile de faire en sorte que les gens appréhendent le fil conducteur. Et pourtant, il y a toujours eu un fil conducteur. J'ai toujours voulu amplifier des voix. Sauf que j'ai commencé avec l'informatique et comme je dis partout, tout le temps, à tout le monde, le seul diplôme valable que j'ai, c'est un DUT en informatique à l'ESP pour sortir un analyste programmeur. J'ai ensuite fait d'autres études encore autour de la communication, du marketing, etc. J'ai changé de métier et de voix plusieurs fois. Mais les dénominateurs communs de tout ça, c'est de pouvoir amplifier des voix. J'ai voulu très tôt faire en sorte que ce que les gens faisaient puisse être connu, puisse être reconnu, que d'autres en parlent. L'idée, c'est pas que moi j'en parle, mais de faire en sorte que quand je vois Minus faire telle chose, il faut que les gens découvrent ce qu'il fait parce que je trouve que ce qu'il fait est extraordinaire. Et tous les gens qui m'ont vu agir m'ont vu faire ça en réalité. Et donc, c'est naturellement que je me suis retrouvée. Donc, j'ai fait des études
d'informatique, ensuite communication, ensuite marketing, etc. Et j'ai évolué dans des domaines qui vont de l'informatique, de la gestion de projets dans des centres de contact, jusqu'au fintech en règle générale, où j'ai fait ma dernière expérience. Mais à côté, et pendant tout ce temps-là, j'ai toujours été une grande passionnée de cette amplification de voix et de raconter des histoires. Et j'écrivais. Donc aujourd'hui, si je vais être honnête avec moi-même, je devrais dire que je suis auteur, je suis podcast host et producteur, mais je suis aussi entrepreneur parce que j'ai créé une entreprise depuis 1 an maintenant, officiellement depuis 1 an. Elle vit depuis plus longtemps, mais officiellement depuis 1 an, qui, elle, est spécialisée dans la production de créations sonores, comme on les appelle. C'est notre domaine d'activité principal. Et depuis 1 an sur le marché sénégalais, c'est ce que nous faisons en proposant des créations sonores sur un mode, on va dire, plus formel, parce que nous en faisions déjà avant. Voilà. Je sais. Donc du coup, je vous entends parler et je vois deux personnes qui ont des casquettes très intéressantes de créatrices de contenu, à but de diffusion, à but de multiplication des informations. Mais oui, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherche beaucoup encore. Oui, oui, je cherche. Je sais pas. J'ai toujours eu envie d'être chercheur. En 2009, en 2007 plutôt, quand je faisais mon choix de master, je me rappelle, ça faisait rire mes copines parce qu'elles me disaient, faut pas choisir le master de recherche parce que ça sert à rien. Alors que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, j'ai fait un master de recherche en me disant peut-être un jour, je ferai un doctorat. Je ferai un master en communication, quoi, option recherche sur les médias et médiation. C'est comme ça que j'ai fait un stage dans une rédaction, un stage d'observation. Ça m'a plu, je suis restée. Et j'ai été journaliste économique, j'ai été chroniqueur judiciaire, avant d'être journaliste culturel. C'est un domaine qui m'a toujours passionnée parce que, bon, euh, j'ai grandi en ayant comme modèle mon père, qui était administrateur civil, mais qui dans une autre vie, il fait partie des membres fondateurs de l'orchestre Bakalama. Il a été administrateur de l'orchestre là, qui a, dans toutes les étapes importantes de notre vie, il y avait toujours cet orchestre qui était là, où on a appris à danser et tout. Mon père, il a été administrateur civil, gouverneur dans une région où il a organisé un festival plutôt, où on a été très impliqués parce que bon, dans tous ces délires, il nous embarquait avec lui. Après le festival, ça a tenu, il y a eu 3 éditions. Après, il a écrit un livre dessus et tout. Donc, la culture était hyper présente dans tout le parcours. Et quand je décidais à un moment de ma vie que je me disais que j'allais être diplomate pour plus m'engager dans la diplomatie culturelle, j'avais décidé de faire médiation culturelle et communication. J'ai fait la première année, après ça a changé parce qu'il y a eu la réforme LMD et tout. Donc, cette filière n'existe plus, il a fallu s'adapter. Je me suis tournée vers la communication comme ça. Et donc, pour moi, je me dis, de toute façon, il faut toujours chercher une autre voie, quoi. Parce qu'on a beau vouloir planifier, ça ne se passe jamais comme on veut. Et si on reste statique, on ne fait pas d'efforts et tout, on n'arrive à absolument rien. C'est intéressant dans le sens où, quand je t'entends dire ça, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'artistique qui sous-tendent en fait les projets que tu entreprends. Quand tu me dis que ta référence c'était le papa qui était administrateur mais qui avait encore de la créativité dans la fibre en tout cas, qui avait de la créativité comme, je ne sais pas si je peux appeler ça gêne en tout cas, mais dans son parcours, il y a de la créativité et ça te pousse toujours à aller vers quelque chose de plus intéressant en adossant ta passion à tes activités. Ou c'est pas ça? Oui, c'est ça. Ça me fait me poser une question, peut-être Julia va nous répondre sur ça. Donc, il y a un aspect très intéressant de la créativité qui est juxtaposé à la passion, ou en tout cas à la possible profession. Et j'ai l'impression que c'est ce vers quoi toi tu allais en fait d'un point de vue professionnel. Exactement. Il y a cette passion-là, et c'est de cette passion, c'est de toutes ces passions, pour être beaucoup plus exact, c'est de toutes ces passions que j'ai fait une profession, que j'ai créé cette entreprise pour pouvoir vivre. Et je pense que c'est important, pour moi en tout cas, de pouvoir allier
le côté business, parce qu'on l'a pratiqué et on le connaît, à sa passion. Ça permet au moins de pouvoir espérer que sa passion puisse te faire vivre, parce que la créativité seule, c'est une chose, mais ce n'est pas ce qui nous paye nos factures à la fin du mois. Si on ne s'entoure pas d'une équipe, si nous ne savons pas la monétiser, si nous ne savons pas faire ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner. Donc, moi, je pense que, peut-être contrairement à Oumi, je ne cherche plus, j'ai trouvé. J'essaie juste d'élargir la place, comme le disent certaines de mes invités dans Conversation féminine. C'est j'essaie d'élargir cette place-là et de faire en sorte qu'il en sorte quelque chose qui fasse sens. Parce que on est dans des pays où on ne croit pas réellement que travailler dans ces choses qui nous passionnent, qui relèvent de la culture, de l'art, de la littérature, etc., puisse être porteuse de quelque chose. Alors qu'en vrai, on peut le faire sérieusement. Enfin, du moins, on essaie de le faire. On a tendance à croire que tout ce qui est dans le domaine dans le domaine créatif doit être gratuit. Exactement. Et je pense qu'il faut vraiment procéder à une éducation, je sais pas, parce que, bon, en ce moment, je trouve que ça vient petit à petit, parce que je me dis qu'il y a peut-être une dizaine d'années, quand je venais d'arriver, bon, les gens en avaient moins conscience, mais aujourd'hui, on le voit, les Sénégalais commencent à payer pour participer à certaines activités culturelles, pour avoir certains produits culturels et tout, ce qui, il y a une dizaine d'années, c'était inimaginable. Maintenant, bon, par exemple, je prends l'exemple du cinéma. Aujourd'hui, qu'il y a des salles de cinéma, maintenant, les gens payent pour aller au cinéma. Il reste à être beaucoup plus discipliné, savoir qu'il y a des heures fixes et des choses comme ça, mais c'est une grande avancée, quoi. Alors, Clairement. c'est particulier parce que quand je vous entends parler, je vois un parallèle qui se fait entre ce qui est créé, ce qui est acheté, ce qui est commercialisé. Est-ce que le créatif vit vraiment Est-ce que le créatif vit vraiment du commercial? Mais très sincèrement, j'ai pas le choix. Et ça, là, je vais parler juste en créatif. Je n'ai pas le choix parce que je peux être créatif ce que je veux. Si à la fin du mois, je ne mange pas, on ne va pas aller loin. Si à la fin du mois, je ne nourris pas les miens, on ne va pas aller loin. Ça ne va pas être possible. Il faut qu'à un moment qu'on retrouve ça. Maintenant, oui, j'entends la critique. Hein. Je l'entends que tu peux perdre ton art et ce que tu veux. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on puisse trouver. Aujourd'hui, j'ai trouvé ce milieu entre faire les choses réellement que j'aime et être payé pour les faire et pouvoir payer des gens pour qu'ils puissent le faire. Et pour moi, c'est super important. Et je continue à créer pour rester dans le domaine capitaliste et entrepreneurial. Je continue à créer, je produis de la valeur et j'apporte de la valeur en plus de ça. Donc, oui. Après, personnellement, moi, je me dis qu'en fait, quand on crée, on crée. Ça n'a rien à voir. On se met dans les conditions de créer. Ça, c'est après avoir, c'est après avoir raquetté quelqu'un d'autre, quoi. bah voilà. C'est pour ça, moi, je me dis, en fait, la communication, c'est pour ça que je suis de plus en plus, je vais chercher des clients qui sont capables de payer quand il s'agit de trucs de communication. Mais comme je le dis à mes prestataires, quand on décide de faire un truc artistique, faut qu'on soit conscient que déjà, il n'y a pas d'argent. Donc, on va s'organiser pour prendre ça sur notre temps libre pour le faire. Et on va essayer quand il s'agit de facturer. Mais c'est ça le souci que j'ai, justement. Ça doit pas seulement être pris sur du temps libre. Mais j'entends ce que tu dis. Par contre, en termes de financement de l'activité, je suis d'accord. Aujourd'hui, j'ai un domaine d'activité stratégique principal qui est la création sonore, mais on a 2 autres domaines d'activité qui, eux, peuvent générer de l'argent, on va dire, parce que c'est beaucoup plus conventionnel. Donc, une partie des revenus que tu vas récupérer sur tes autres domaines d'activité vont servir à financer ce domaine d'activité-là. Par contre, le souci, c'est qu'il ne faut pas que ça reste tel quel. C'est-à-dire de dire, on ne gagnera pas d'argent, on ne générera pas de revenus sur ça. Ce sera juste un poste de coût qu'on pourra faire on va dire, un dilettante sur du temps libre. Moi, mon domaine d'activité principal aujourd'hui, c'est 90% du temps de Duco Kalam Production dans lequel on l'investit. On l'investit dedans et du coup, on le manage de telle sorte que ce soit en termes de produits, que ce soit marketé de la même manière qu'un produit qui est considéré un produit ou un service qui est considéré comme étant conventionnel, en donnant des chiffres aux gens, en disant si tu te mets dans ça, si tu fais ci, tu auras ces retours-là, voilà ce que tu peux trouver, voilà comment tu peux le voir. Ça ne marche pas encore très bien, la vérité. Mais c'est ce qu'on a trouvé pour faire en sorte que ça puisse pour avancer dessus, sinon on ne s'en sort pas. Du coup, les créatifs sont riches.
Je l'espère, Amine, mais Amine, non, mais sérieusement. Parce que j'ambitionne quand même de Yor. On va pas continuer comme ça. Les créatifs sont riches. Ils rendent grâce. Ils rendent non, ils rendent pas grâce. Sors de New York, sors de New York. Il y a un problème. Aujourd'hui, non. J'ai l'impression que les créatifs sont extrêmement riches. Il y a des périodes. Il y a des Ils moments. rendent grâce. Non, mais on rend tous grâce. Mais après, je suis OK pour dire les choses. Il y a des moments où tu recevras de l'argent pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et ce sont les moments où tout va bien se passer. Et d'autres moments, tu ne les auras pas. Quand tu écris un livre, c'est ce que je fais. Auteur, tu vas pas être riche. Dans aucun monde. Si tu n'es pas un Mbougar, tu vas pas être riche. Faut dire les choses. Et encore, Mbougar, désolé. Je suis arrivée à faire. Mais vous vendez des livres. Oui. Donc, Mais on va parler coût de production. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, si tu vends un livre, n'importe lequel, part en autoproduction, tu vends un livre à 10 000 francs, en règle générale. Au Sénégal, tu n'as pas des taux de vente où tu vas dépasser 10 000, 15 000, 20 000 exemplaires. On ne les vend pas en livre. Les gens, tu entends, ils vont vendre 1 000, 2 000 s'ils sont bons. 2 000 exemplaires, tes coûts de production, ils seront à 50% de ton prix de vente. Après, tu as tes coûts de distribution qui vont venir entrer. Tu as tes coûts de diffusion, de communication, etc. qui vont venir entrer. Après, ce qui reste, ça, c'est quand tu te dis toi-même, ce qui reste, tu peux remercier le ciel, que ce soit pour toi. Mais avant que tu aies ce qui reste là, les coûts de production, tu vas les chercher où? Qui est capable aujourd'hui de sortir 5 millions directs et de s'occuper lui-même en auto-édition de la mise en page, correction du livre. Tu as écrit, tu dois le corriger toi-même. Tu dois le faire relire toi-même parce que tu n'as pas les moyens, peut-être où tu trouves ça. Le relecteur, le correcteur, le graphiste pour la mise en page, le maquettage, d'aller à l'imprimerie, de pouvoir être capable de payer 5 millions cash et de faire en sorte que ce soit imprimé, de prendre tes livres, d'aller négocier la distribution auprès des librairies, etc. et tout. Et ça, tu n'es qu'au Sénégal. Et l'idée, c'est de trouver un diffuseur pour que ça puisse être diffusé dans 2 pays. Tu fais ça comment? Minus? Comment on est riche avec du livre? Aussi. Mais quand je vois le nombre de livres qui sont publiés, je ne fais plus ce genre de débat pour le dire en français. Je passe mon temps à taper sur des gens ici, sur la manière dont les livres sont publiés au Sénégal. J'ai décidé de devenir une personne raisonnable, sage et qui a gagné en maturité. Il y a des livres, c'est pas moi qui les dis cette fois. Il y a tellement de livres qui ne méritent pas d'être édités, qui ont été édités. Ils sont réédités. Mais il y a un éditeur qui m'avait dit, on rigolait, quoi. Je lui ai dit, j'ai lu les livres que tu m'as donnés, mais oula, il me dit, faut éviter d'en parler. Tu trouves que c'est pas de qualité, tais-toi. Ok. Donc, il n'y a pas de créativité dans ça. On va pas parler. J'ai un livre qui sort, je reste poli, je parle plus, je fais langue de bois comme tout le monde. J'ai un livre qui sort. Non, mais attends, imagine, Minus, il y a plein d'écrivains qui avaient déjà écrit des livres, qui avaient été édités par des éditeurs bien établis et tout. Un jour, ils se voient rejeter un manuscrit, ils créent leur propre maison d'édition. Mais il n'y a que ça. Qui va sélectionner, qui va lui dire que toi-même, monsieur l'éditeur, là, ce que tu as écrit, c'est mauvais. Qui va le lui dire? Hein? Il n'y a que ça. Et aujourd'hui, quand tu vois le foisonnement des maisons d'édition et tout ça, parce qu'il y a un fond à l'édition. Exact. Naturellement, il y a en fait un état des lieux qui est en train de se faire, en fait, malheureusement, dans le milieu de l'art, en tout cas par rapport à vos différents secteurs d'activité. Et quand je vous entends parler, c'est la grosse crise dans le milieu de l'écriture. Et de l'édition. Mais non, j'en viens à l'édition. Qu'en est-il du journalisme? Toi, tu veux des problèmes. Mais vraiment, toi, tu veux que le premier épisode soit le dernier et qu'on nous blackliste partout. C'est quoi ça? Which is good. C'est un des problèmes, en fait, de la créativité. C'est quand on est créatif, on se brime pas, en fait. Le journalisme, oui, c'est justement au Sénégal, ça, le journalisme au Sénégal. Il y a des assises du journalisme qui vont démarrer jeudi. Sérieusement, ce jeudi, oui. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle. Ouais, je ne sais pas ce qui va être dit là-bas, mais vous en avez besoin. C'est une question qui va s'y asseoir. Il y a tout le monde, en fait. On va se regarder, je pense, dans le blanc des yeux, on va se dire des vérités. Mais moi, je me dis que des fois, ce que je sors pour énerver les gens, de toute façon, je suis même plus légitime parce que, vu que maintenant, j'ai toujours pas encore de carte de presse parce que j'ai pas déposé. Parce que En fait, t'es pas journaliste. Moi, si, je suis journaliste. Aujourd'hui, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si on t'arrête pour délit de presse, tu n'es pas couverte. Mais regarde, tu n'es pas couverte par ta propre corporation. C'est Salut Gay qui est un grand journaliste, qui est un formateur de journalistes parce qu'il n'a pas de carte de presse. Donc, du coup,
Voilà. Mais est-ce que c'est pas l'identifiant aussi du journaliste? Non. Quand je vois, moi, ceux qui ont pour les un cartes. inculte, Non. je dirais même pas inculte, en tout cas pour quelqu'un qui rencontre une personne et qui lui dit oui, ta carte de journaliste, alors que la personne dit Mais en fait, aujourd'hui, je me dis, en fait, oui, on a mis en place le nouveau code de la presse, où il y avait beaucoup de choses à redire, il y avait plein d'amendements qui avaient été faits et tout, qu'on a envoyé bouler tout simplement. Hein? Parce que les amendements, là, quand c'est arrivé à la présidence, là, et tout, ils ont envoyé... voilà, quoi. Ils ont adopté le texte qu'ils voulaient et tout. Et comme je dis, par exemple, il y a eu article 19 à un moment qui a dénoncé, qui avait dit que le nouveau code de la presse était très liberticide, machin chose et tout. On s'est tous su, on a laissé passer. Aujourd'hui, on nous impose cette carte de presse qui, pour certains journalistes, n'en voit vraiment pas l'utilité. J'ai des copines, plein de copines qui sont des journalistes qui écrivent bien, qui n'ont même pas des journalistes aussi qui fait qu'ils n'en veulent pas parce que ça le souci que j'ai, je ne suis pas journaliste, pardon. Quand je vois la plupart de ceux qui se vantent même d'avoir la carte de presse, ils ne sont pas journalistes. Ils se disent journalistes, ils vont dans des conférences de presse, ils ont leur carte de presse, ils exigent des périodes, des transports. Oui, les transports. N'importe quoi. C'était pas ça l'objectif de la carte de presse. Si maintenant, parce que tu as la carte de presse, tu peux venir dire en charge de communication, ouais, tu dois me donner le transport. Tu quittes, ta rédaction ne t'a rien donné. Moi, mon problème, il est où? Est-ce que j'ai quelque chose à te donner? Si je veux, je suis gentil, je te donne. Mais je n'ai aucune obligation, c'est ta rédaction dans le meilleur des mondes. Comment ça devrait se passer? C'est la rédaction qui décide quand un journaliste va couvrir un événement ou une conférence de presse. C'est la rédaction qui doit donner le transport à ce journaliste. Ce journaliste n'a pas à exiger un transport ou un truc comme ça. Et aujourd'hui, on est en train de commencer les assises du journalisme. On va pas le faire ici. Je pense que tu avais un truc à dire. Il y a Pape Ismaël Dian qui dit quelque chose de super intéressant quand il parle en règle générale de régulation. Il dit, au Sénégal, on a réussi le tour de force de faire en sorte à chaque fois qu'on entend régulation, on entend interdiction, on comprend interdiction. La carte de presse a servi à réguler, mais ne sert pas pour interdire. Et aujourd'hui, on l'utilise comme un instrument d'interdiction. Si tu n'as pas la carte de presse, tu n'as pas le droit de. Et si tu n'as pas la carte de presse, tu peux te retrouver en prison parce qu'on considère que tu as exercé un métier de journaliste. Illégal. Ça n'a aucun sens. Ouais. Par contre, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas envie de donner le bâton avec lequel je vais me faire battre, mais à un certain moment aussi, il faut mettre un peu de sens dans tout ça. Ça n'a aucun sens. Quand je vois que toute la corporation journalistique, de ce que j'en vois, de ce que j'en perçois, vous voyez, je prends toutes les précautions oratoires, de ce que j'en vois, de ce que j'en perçois, semble avoir complètement lâché Serigne Saliou Gueye et qu'on ne le considère pas comme étant journaliste, c'est une honte. C'est vraiment, à mon sens, tu vois, ça c'est les précautions oratoires, c'est une honte. Donc, mais la corporation ne l'a pas lâché seulement aujourd'hui. On ne sait plus ce qu'est la corporation des journalistes quand on en parle réellement. Il faut qu'on ose le dire. Mais vous passez plus de temps à pleurer. Non, ça c'est les journaux en ligne, c'est pas les journaux plus qu'autre chose. C'est pas je pense qu'aujourd'hui, toutes les corporations ont ce petit problème en termes de décision. Mais c'est plus flagrant avec les journalistes. On est plus dans des réflexions, plus dans des publications ou dans d'autres choses. Après, je pense qu'il y a différentes conditions qui les définissent. Mais bon, je pense que les assises vont servir à régler peut-être un problème ou pas, espérons-le. Mais pour en revenir à la créativité aujourd'hui, si on parle oui, on parle de journalisme culturel, on parle d'articles qui sont très intéressants, qui peuvent avoir un cachet sur la présentation des industries culturelles et créatives, un domaine qui est aujourd'hui en plein essor et qui aujourd'hui en termes de subventions, en termes d'accompagnement, est devenu un secteur à très grand intérêt. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu vois par rapport aux industries culturelles et créatives au Sénégal? C'est un secteur à très grand intérêt, mais qu'on ne peut pas trop critiquer. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, on n'aime pas la critique. Il n'y a pas un secteur qu'on ne peut pas critiquer. Il faut faire attention. Quand il s'agit du domaine de la culture, là, faut pas aller doucement. Pourquoi? Quel est le problème? Parce que les gens, on n'aime pas la critique. Dans le domaine de la culture. Oui, mais là, ça devient un peu subjectif. Je vois pas, ça devient un peu global. Est-ce que tu peux me pointer une situation où on ne critique pas, par exemple, les industries culturelles et créatives? Parce que moi, je critique. Je me dis, par exemple, qu'il manque des chiffres. Oui, qui va produire ces chiffres. Quand on voit comment fonctionne, je pense, le FOPICA, on critique, mais comment on va critiquer ça?
en fait. En fait, tu dis comment Le fonctionne, fonds mais je d'aide ne à vois pas l'édition, le le problème, en FOPICA, fait. c'est ça? Il y a le fonds d'aide à l'édition, le fonds des cultures urbaines, le FOPICA, le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. On ne sait pas comment ça fonctionne réellement. Et tous ces fonds, franchement, devraient servir à quelque part redynamiser ces secteurs. Mais on se demande, c'est quoi le projet, par exemple, le FOPICA qui finance à hauteur de 150 millions le film de Omar Sy. Oui. On se demande c'était quoi le projet. Alors que pendant un moment, le FOPICA ne fonctionnait pas. Il y a plein de films de Sénégalais qui sont là, qui sont en attente. Donc il y a des frustrations dans la gestion. En fait, on se demande comment ça se passe en fait. Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Normalement, il devrait y avoir des règles très strictes qui devaient être mises en place. En théorie, c'est ce qui est fait pour que vraiment ça puisse avoir un réel impact sur le développement du secteur. Mais ça reste en théorie. Si je t'entends bien, en fait, c'est une demande pour que les fonds soient une réelle base d'accompagnement des projets et pas seulement je dirais même pas seulement un fonds politique, parce que je ne peux pas dire ça. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire que c'est politique, mais on sait en pas. fait, quelles sont les réelles politiques culturelles et administratives qui sont mises en place pour l'accompagnement des industries culturelles et créatives? Je crois que c'est plus simple de quelles sont les règles d'attribution. Je crois que ça ne va même pas aussi loin. Je pense que là, on est vraiment sur les règles d'attribution. Parce que après, comme je dis, en théorie, c'est clairement bien écrit, c'est clairement bien fait, c'est clairement, je sais pas, on sait tous comment ça devrait se passer. Il y a des comités de lecture, après les comités de lecture, il y a un comité de sélection, après le comité de sélection, on va voir comment truc, après il y a les modalités de décaissement et tout ça et tout ça. Mais quand on voit comment ça se passe, c'est fait. Donc, si je t'entends, il semblerait en fait que ce n'est même pas un problème de base, c'est un problème. Les bases sont déjà établies. Les bases sont établies, oui. Maintenant, donc, c'est un problème, comme disait Zolila, de politique d'attribution. Peut-être bien de dire comment tel film a eu tel budget. Je pense qu'on parle de ça. En fait, je ne parlerai même plus du film, je parlerai même en de général, projets en général dans les industries culturelles et créatives. Comment est-ce que les accompagnements sont attribués? Parce que donc, du coup, apparemment, ça devient une problématique qui bloque. Parce que des fois, par exemple, je prends l'exemple du FOPICA. Depuis le temps qu'on annonce qu'il va passer de 1 milliard à 2 milliards, après qu'on te dise que pour sortir le milliard, il y a des gars du Trésor qui demandent à ce qu'on défalque quelques millions avant qu'on puisse sortir le reste des milliards. Cette histoire-là, ça a fait pendant 3 ans, ce fonds n'est jamais sorti. Parce qu'il fallait absolument payer quelques millions à celui qui est censé décaisser. En fait, tu t'imagines ce que je suis en train de t'expliquer et tout. Alors que, genre, pendant ce temps, le président, il va partout pour expliquer que pour soutenir l'industrie culturelle, le l'audiovisuel et du cinéma. Bon, parce que, genre, tu vois, c'est 2017. C'est 2017 qu'il a eu son deuxième étalon. Donc, c'est en 2017 qu'on a annoncé le passage du fonds à truc. Et c'est lors du FOPICA de 2021 que le président a annoncé que ce fonds va effectivement passer de 1 milliard à 2 milliards. Tu vois le temps qu'il y a entre les trucs là, 2017, 2021 et tout. Et finalement aussi, on ne sait pas, ce fonds, on ne le sort pas et tout, mais ça arrive quand même à financer des films de certains producteurs qui viennent d'ailleurs. Alors que l'argent n'est pas sorti. Oui. On n'a pas vu l'argent sortir. Okay. Comment expliques-tu ça? Alors, c'est des problématiques qui peuvent exister dans certaines situations quand il y a eu des changements. C'est pas qui peut, ça existe. Oui, non, mais je vais vers en tout cas une appréciation que moi j'ai de la situation. Je ne dis pas que c'est une vérité. Je dis juste que il y a des faits qui sont des éléments changeants dans une situation ou dans un climat culturel, politique ou quel que soit le nom qu'on donne, qui fait que des choses changent. Des gens changent, des têtes sautent, des projets évoluent, et donc du coup on décide d'attribuer les fonds à d'autres gens. Non? Ok. On en parlera peut-être sur une autre édition avec des spécialistes des différents fonds. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des créatifs qui sont en demande d'accompagnement et qui n'en ont pas. Et qui sont complètement laissés à eux-mêmes. Il y en a, on leur annonce qu'ils ont obtenu un fonds et tout, mais il faut courir pendant 1 an avant d'obtenir une avance. C'est un problème de structure. Après, il y a le reliquat.
et le reliquat du reliquat que vous devez recevoir. Le reliquat du reliquat. Ouais, 50, 30, 20. Voilà, dis-moi, dans ce contexte, comment peux-tu... Et c'est pour ça, par exemple, moi, toutes les fois où il m'est arrivé de me retrouver dans ce système où on est en train de faire de la sélection, comme je dis, je me dis qu'en fait, je refuse qu'on finance certains projets parce qu'on leur crée beaucoup plus de problèmes. Parce que tu peux pas dire que tu vas financer quelqu'un à hauteur de 5 millions, tu lui donnes 1 million, après tu vas lui donner encore un autre million, après tu vas lui... Alors que franchement, ils basent toute leur organisation sur cette aide ou cette subvention ou ce prêt qu'ils vont recevoir. Ouais. Ouais. Et après, à un moment, vous exigez un rapport. Le gars, il va te faire un rapport de quoi? Honnêtement, Il ne peut pas exécuter. Parler de ça, en fait. Il n'y a plus de moyens de faire dans ce pays, en fait. En tout cas, je découvre Je découvre ce monde-là parce que moi, je viens du corporate, d'entreprise qui base tout son truc. Tu dois vendre des choses, tu vends des choses, on te paye, tu gères, tu vois. C'est ce que je connais. Et moi, je découvre ça et ces problématiques-là, je les découvre depuis 1 an et demi, 2 ans. Et c'est la dernière fois, j'ai fait l'erreur de dire, parce que justement, on a été attributaire d'un fonds. Je crois que la délibération a eu lieu en novembre, les signatures de contrat ont eu lieu en mars et jusqu'au... Madame, vous avez été attribué. Wow. Jusqu'à... Oui. Wow. Là, ils l'ont bien attribué, ce n'est pas un souci. Non, Khalis bi jeex na et c'est ça que c'est intéressant. Khalis boobu jeex na, il n'y a pas de levée de fonds, c'est juste une subvention qui a été accordée. Et normalement, quand la subvention est accordée, ce qui se passe, c'est que tu fais ton budget pour ta subvention, on ne te donne jamais le montant que tu as demandé. Par contre, on te demande d'exécuter exactement ce que tu avais demandé. C'est intéressant, parce que moi, je découvre ça. Supposons, tu fais un budget, tu dis... Oh, moi, c'est beau. Donc, tu demandes... Je dis n'importe quoi, tu demandes 6 millions pour faire, disons, 5 épisodes de quelque chose, une soirée, n'importe quoi. Tu demandes 6 millions. Les gars, ils te disent, on te donne 1 million, mais tu fais ça, ce que tu avais dit là, ce sur quoi on avait signé, c'est ça que tu vas faire, mais tu as 1 million. Tu dis, OK, je prends 1 million quand même. Donc, on te valide 1 million en novembre, on te fait signer le contrat en février. Par contre, quand tu vas signer le contrat, on te dit, les contrats, et tu découvres les choses là. Je ne les découvre pas, mais j'ai vu les gens découvrir. Parce que moi, j'ai suivi cette aventure-là avec un regard extérieur parce que j'étais nouvelle dans tout ça. Il n'était pas question pour moi de compter sur ça. Et c'est intéressant, cette approche-là. Donc, je suis les gens, ils viennent pour récupérer leur contrat. On leur dit, le contrat, en fonction du montant qu'on t'a attribué, tu dois aller les enregistrer aux impôts. Mais les gens, ils n'étaient pas prêts. Il y a un pourcentage que tu dois payer tout de suite et l'enregistrer aux impôts. Donc, ce qui veut dire que certainement, ils vont s'endetter pour aller déposer ce contrat-là, l'enregistrer aux impôts et revenir. Donc, si 1 million, les 2% vont partir aux impôts, si mes souvenirs sont bons. Après, en février, vous signez le contrat. Moi, comme je suis une sauvage, je ne fais pas ça. Donc, moi, je fais vraiment mon truc. Je ne comprends pas vraiment. Et donc... En février, mars, avril, mai, juin, juillet, j'ai vu les gens relancer par mail. Et l'argent ne sortait pas. Relance jusqu'en août. L'argent est sorti en août. Pour des gens signés en novembre. Validé en novembre, parce qu'à partir de novembre-décembre, tous les attributaires se connaissaient déjà. Et j'ai fait l'erreur, j'ai dit à quelqu'un que je connais, il y a quelques mois, on a reparlé de cette histoire-là et je l'avais oublié. J'ai dit, mais j'ai complètement oublié ce truc-là. Moi, je pense que tu ne devrais pas compter dessus. Et je dis ça à la personne. Et la personne, elle me regarde comme si je descendais un petit peu de Mars, de comment je peux lui dire, comment je peux être actrice culturelle. Je dois savoir que nous vivons de subventions. Comment je peux lui dire de ne pas compter sur la subvention? Moi, je lui donne une solution entrepreneuriale. Je dis, ne fais pas l'erreur de prendre cet argent, d'aller emprunter de l'argent ailleurs pour financer le projet que tu avais soumis et qui a gagné la subvention. N'emprunte pas cet argent-là. Parce que dans tous les cas, ça va te créer plus de problèmes que ça va en régler. Donc, laisse ce projet-là dormir. C'est un projet culturel. Laisse-le dormir. Quand tu recevras l'argent, tu l'exécutes. En attendant, va exécuter autre chose parce que tu as... Oui, ça va. Mais affaire bi, on va attendre quoi. On va attendre seulement. Tu vois, moi là, je reçois ma claque d'entrepreneur culturel parce que je n'ai pas encore tous ces réflexes-là. J'ai l'habitude, moi, de quand je présente un dossier, je n'attends pas à ce que ce dossier-là soit subventionné. Je dois aller trouver des gens que ça intéresse et je le leur vends, ils l'achètent
et je l'exécute. J'ai une solution déjà prête. Du coup, jusqu'à présent, dans mes productions, je ne sais pas aller vendre une idée. J'ai toujours un proof of concept. C'est comme ça que je fonctionne pour pouvoir prendre ce POC-là et le dire, OK, voilà ce que je fais, voilà ce que c'est capable de faire, etc. Voilà le prix auquel je le vends. Sauf qu'apparemment, dans le milieu des industries culturelles et créatives, ce n'est pas comme ça. Tu montes des dossiers, tu fais des projets, etc. Tu les présentes, tu reçois une subvention. Je vais dire, je sais que c'est normal que ce soit subventionné, mais quand tu es quand tu es en entreprise, ça va être très difficile de n'espérer que les subventions pour penser la pérennité de ta structure. Pardon, entreprise là, j'ai parlé d'entreprise, on parle de capitalisme, je parle pas C'est de... pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises culturelles qui ferment et qui rouvrent, qui ferment, qui rouvrent, qui ferment, qui rouvrent, parce que je sais pas, pour la plupart, c'est tout basé sur les subventions et tout. J'en ai connu qui ont emprunté de l'argent pour rembourser, mais attends, de 2021 à 2023 qu'ils ont pu rembourser en expliquant toutes les galères qu'ils ont eues, parce que finalement, on leur demande encore d'exécuter et de produire d'autres rapports, alors qu'ils n'ont jamais reçu l'argent à temps. Et ça constitue vraiment un handicap. Mais si quelqu'un te subventionne, il s'attend à ce que tu puisses faire un retour, en fait, pour que tu lui rendes. Non, les subventions, là, on parlait de subventions non remboursables. Non remboursables, d'accord. Par contre, tu dois produire 90 000 rapports. Peut-être pas le remboursement, mais savoir exactement où est passé. Oui, mais en réalité, oui, il y a un rapport à la fin. En tout cas, ce qui se passe, c'est que tu auras le rapport à faire. Si jamais tu veux retoucher la subvention de chez certains, tu vas devoir présenter un rapport. Si tu as touché la subvention, tu devras présenter un rapport. Interesting. Il nous reste 5 minutes. D'accord. Les questions vont très vite, mais les réponses sont très longues parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une question particulière que je vais vous poser. C'est aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'être créatif dans ce pays? Je ne sais pas. En 15 secondes. Allez. Oui, je trouve que c'est possible. Hein. De toute façon, il faut faire preuve d'imagination, ne pas se limiter et ne pas aussi trop compter sur les gens. Il faut compter sur soi et il faut développer d'autres compétences. Il faut absolument se diversifier si on veut être créatif. Je l'espère. Parce que le seul moyen que j'ai trouvé, moi, de pouvoir continuer à garder ma créativité, c'est de renforcer l'équipe. D'avoir une équipe un petit peu plus élargie, plus grande, avec d'autres compétences, d'accepter de ne pas tout savoir faire, de lâcher ça. Et moi, ça va me permettre de pouvoir me concentrer, de créer de nouveaux produits, de sortir de nouvelles choses, etc., etc. À t'entendre parler, il y a beaucoup de structures dans ce que tu fais, mais tu sautes beaucoup du coq à l'âne. Mais parce que c'est exactement ce que je fais, en vrai. Ah, d'accord. Je fais du coq à l'âne, c'est tout ce que je fais. Je vais faire des choses légères, des choses beaucoup plus sérieuses, des choses profondes, des choses en surface, etc. C'est moi. D'accord. Il est intéressant d'avoir cette approche avec Kazuda parce que j'entends un créatif qui a une casquette de businesswoman et qui est très social. C'est vrai. Le côté créatif reprend le dessus, j'ai l'impression. Et j'entends Oumé Regina qui parle aussi de différents projets. Elle a Afrique culturelle, elle a Toronto et quoi encore? Oui, il y a la plateforme d'activisme artistique de lutte contre la corruption. D'accord. Et tout ça, en fait, j'ai l'impression que c'est encore le côté créatif qui te pousse à faire de nouveaux projets et essayer d'avoir... En tout cas, tu utilises bien ta plateforme créative pour créer de nouveaux canaux de diffusion et d'échange. Donc, est-ce que c'est ta façon de te multiplier, de te différencier ça? Non, je sais même pas. Si, ça va, tu vas y arriver. En fait, non, je sais même pas parce que franchement, je ne réfléchis même pas. J'ai arrêté de réfléchir, de me prendre la tête et tout. J'ai envie de faire une chose. J'ai une bonne équipe. J'ai Gustave, avec qui je délire et tout. Quand je délire, il me dit oui, il est toujours partant. J'ai Bigué. Tu as des fous dans l'équipe. Oui, donc on ne se prend pas la tête. La dernière fois, on a organisé un truc Bigué. Elle me fait, imagine, si on a 2 ou 3 événements comme ça dans le mois. Ah, ça, je ne suis pas censée le dire. Ça va venir sur le next step. Vous êtes les invités de la première édition de Dakar Creative Talk en format podcast et contenu vidéo. Comment est-ce que vous êtes senti sur ce plateau? Très bien. Ok. Next step, selon vous, pour les ICC, c'est quoi? À mon sens, c'est si réellement on veut faire des entreprises, c'est de repenser entreprise, de penser comme une entreprise, réellement. Oui. Oui, je partage son avis.
Alors, vous parlez du côté vous parlez du haut de vos fibres d'entrepreneurs, vous faites quoi des créatifs? Ils ne sont absolument pas entrepreneurs. De ne pas se lancer dans ça. Ça, par contre, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Là, j'enlève la casquette d'industrie culturelle et créative. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Tu le sais, on le sait. Mais on continue de dire aux gens qu'on n'arrive pas à insérer dans le monde de l'emploi, allez lancer votre entreprise. Ne faites pas ça. Vous allez mourir. Surtout si vous êtes créatif, etc., que vous n'êtes pas fait pour gérer les factures, de la comptabilité, de l'administratif, recruter des gens, manager. Ne faites pas ça, vous n'êtes pas fait pour ça. Par contre, je pense qu'il faut de plus en plus qu'il y ait des agences ou qu'il y ait des personnes en freelance qui soient capables de pouvoir gérer un créatif, de gérer la partie business qui concerne le créatif là. Des agents, on va les appeler des agences de représentation, on va les appeler des agents tout court, des agents littéraires, des agents artistes. Mais c'est eux les business et ils représentent les créatifs. Comme ça, les créatifs continuent à créer. Je ne sais pas si c'est valable ou pas, mais ne montez pas d'entreprise, ça ne marche pas. Non, moi je trouve que c'est exactement ça, parce que franchement, il y a certaines choses, quand il s'agit d'y penser quand on est entrepreneur, surtout dans le domaine de la culture, c'est juste pas possible. Je ne veux pas être sur le terrain en train de faire des choses et penser à la comptabilité, penser à la régie, penser à ceci, penser à... Non, c'est pas possible. C'est juste pas possible, parce que quand je suis sur le terrain, c'est pour faire des choses et tout, concrètement et tout. Je ne veux pas être, par exemple, au milieu en train d'organiser un shooting et tout, me dire que oui, il faut qu'on pense que je sais pas, le montant de ça, l'argent à sortir ici, non? Il y a trop de problèmes. Non, donc, du coup, si j'entends bien, les next steps, c'est l'accompagnement, l'encadrement des créatifs afin de leur permettre d'avoir un écosystème favorable à la création, à la créativité. Ce qui n'est pas la chose la plus facile dans un espace où être créatif est conçu comme être un nonchalant. Ça, on en reparlera sur notre émission. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie en tout cas pour votre participation à la F0 de Dakar Creative Talks. Dakar Creative Talks, as we said, c'est une plateforme qui permet aux créatifs de dire ce qu'ils pensent. En tout cas, ils donnent le fil de leur création, ils donnent le fil de la créativité et ils donnent aussi le fil de l'exécution et de la diffusion sur le marché. Beaucoup de problèmes peuvent être soulignés, que ce soit dans l'entrepreneuriat culturel, que ce soit dans le processus de création ou la façon dont les choses s'exécutent. Mais il y a une chose qui est bien à retenir, c'est que les entreprises culturelles et créatives, il y en aura tout le temps. Elles vivent de business, elles vivent d'argent. Il faut de l'activité, il faut de la rentabilité. On parle de création de valeur, de métier et d'emploi. Et c'est aujourd'hui devenu un des secteurs les plus intéressants. Il faut vraiment que l'on puisse en parler et trouver des solutions. Dakar Creative Talk, salam alaikum, on vous remercie. On vous attend sur la prochaine édition avec nos invités. C'était Zoubi Afal du Bokalam et une imagination de l'Afrique culturelle. Salam alaikum. Merci beaucoup.